à toutes et à tous et bienvenue dans Sparkverse, le podcast où on embarque chaque mois pour un nouveau voyage à travers les légendes, les secrets et les merveilles de Disneyland Paris et des parcs Disney à travers le monde. Après avoir chevauché les plaines brûlantes de l'Ouest et exploré les mystères de Thunder Mesa, il est temps de changer de cap. Aujourd'hui, on largue les amarres, on hisse la grand voile et on met le cap sur un territoire fait de vagues, de cris, de rires et de canons. Un monde où la brume sent le sel et la poudre, où les ombres dansent au rythme des flambeaux, où le clapotis de l'eau résonne contre la coque des galions endormis, et où, dans le lointain, une chanson s'élève, grave, enivrante, immortelle. Yo-ho, a pirate's life for me. Ces quelques notes suffisent pour nous plonger dans l'un des univers les plus puissants de la mythologie Disney, Pirates des Caraïbes, une attraction née de l'imagination de Walt Disney lui-même, pensée comme un testament artistique et devenue au fil du temps une véritable saga, entre-œuvre d'ingénierie, cinéma d'aventure et icône de la culture populaire mondiale. Mais avant d'être un succès planétaire, Pirates des Caraïbes est avant tout une révolution, celle qui a transformé à jamais la manière de raconter des histoires dans un parc à thème. Car ce n'est pas seulement une balade en bateau, c'est un récit complet, immersif, sensuel, où chaque lumière, chaque odeur, chaque éclat de voix fait partie d'une mise en scène totale. Et c'est ce voyage que nous allons entreprendre ensemble aujourd'hui. Nous plongerons d'abord dans les origines du mythe entre corsaires historiques, pirates de papier et romantisme hollywoodien. Nous explorerons les coulisses techniques et artistiques, là où les Imagineers ont fait naître une mer dans un bâtiment et donné vie à des pirates plus vrais que nature grâce aux premiers audio animatronics. Puis nous embarquerons dans le grand dossier consacré à la version parisienne, une version unique, plus sombre, plus poétique et profondément européenne. Nous évoquerons ensuite la réinvention moderne de Shanghai à Tokyo et comment le mythe du pirate évolue aujourd'hui entre modernisation, inclusion et nostalgie. Et enfin, nous terminerons par une réflexion personnelle. Pourquoi les pirates continuent-ils de nous fasciner ? Parce qu'ils sont libres, rebelles ou parce qu'ils incarnent cette part d'ombre et de rêve que chacun porte en soi ? Voici le cap de notre traversée Actu Magique pour lever l'ancre sur les dernières nouvelles venues des mers Disney, le coin histoire où nous plongerons dans les origines des pirates de la réalité aux légendes, Backstage pour découvrir comment les Imagineers ont dompté la mer et la mécanique, le grand dossier pour explorer en profondeur la version parisienne entre poésie, noirceur et perfection technique, regard contemporain où l'on verra comment les pirates d'hier se réinventent dans les parcs d'aujourd'hui et enfin conclusion pour refermer notre coffre au trésor avec un regard neuf sur le mythe. Pourquoi un épisode sur Pirates des Caraïbes maintenant ? Parce que cette attraction, plus que toute autre, symbolise ce que Disney sait faire de mieux, faire croire, le temps d'un instant, que tout est vrai. Et parce que l'heure où les parcs se modernisent, où les sagas se transforment, le mythe du pirate revient en force, non plus comme un simple brigand des mers, mais comme un témoin d'une liberté perdue, d'un âge d'or, de l'aventure et du rêve. Alors prenez place à bord, laissez l'eau frôler la coque de votre imagination et préparez-vous à plonger dans les Caraïbes les plus légendaires jamais imaginées. Bienvenue dans Sparkverse. Et maintenant, cap sur l'horizon, là où tout a commencé. Mais avant de plonger dans les légendes et les secrets, arrêtons-nous un instant sur le présent. Car même les pirates ont leurs actualités et les mers Disney n'ont jamais été aussi agitées. Alors, hissons la grand voile et voyons ce que nous réservent les dernières nouvelles du large. Bienvenue dans Actu Magique. Avant de lever l'ancre pour voguer vers les légendes des flibustiers Disney, prenons comme toujours un instant pour jeter un œil sur les actus des royaumes enchantés du moment. Voici vos actus magiques. À Disneyland Paris, la saison des Lumières est officiellement ouverte. Le Noël enchanté de Disney s'installe jusqu'au 6 janvier, part en Main Street et le château de ses plus beaux atouts. Et cette année, 2 nouveautés viennent enrichir la féerie hivernale. D'abord, la Mère Noël rejoint les festivités pour un happening gourmand autour du gazebo de Town Square entre douceur sucrée, sourire complice et esprit de fête. Et puis à partir du 1er décembre, place à la nouveauté scintillante de cette saison, le calendrier enchanté de la Fée Clochette au théâtre du Château, un véritable calendrier de l'Avent vivant où chaque jour cache une surprise magique, un rendez-vous quotidien plein de poésie et de clochettes.
Côté Disney Village, la métamorphose continue et s'accélère. Après les ouvertures au printemps dernier de 3 nouvelles boutiques Disney, la réouverture du Lego Store et le lancement de la terrasse Petite Rosalie, les prochains mois s'annoncent riches en transformations. Le Sports Bar and Lounge rouvre ses portes le 22 novembre après plusieurs mois de rénovation. L'établissement fait peau neuve pour devenir un lounge sportif contemporain et chaleureux, sponsorisé par Coca-Cola, partenaire historique de Disneyland Paris. Au programme, un espace agrandi, une terrasse végétalisée et lumineuse, une ambiance repensée autour des grandes disciplines sportives et même une immense fresque inspirée de Dingo joue au football et de la série Baymax et les nouveaux héros. La carte a elle aussi été totalement revisitée avec encas gourmand à partager, plats à l'assiette, création XL et cocktails exclusifs parfaits pour vibrer devant les matchs retransmis sur les écrans géants. Juste derrière, une autre nouveauté arrive bientôt. La boutique Pelé Soccer, première du nom en Europe, ouvrira prochainement ses portes. Dédiée au monde du football et à la légende brésilienne Pelé, elle proposera une large sélection de maillots, accessoires et produits exclusifs célébrant la passion du ballon rond. Et ce n'est pas tout, plusieurs grands projets sont en cours pour transformer le Disney Village d'ici 2026. Le plus grand McDonald's de France ouvrira début 2026 avec une architecture inédite conçue spécialement pour Disneyland Paris, un lieu lumineux, végétalisé, familial qui proposera une expérience moderne et immersive jusque dans les détails. Le chantier du restaurant Casa Giulia progresse, ce futur repère pour les amoureux de cuisine italienne opéré par Bertrand Hospitality accueillera ses premiers visiteurs fin 2026. Et pendant que Disneyland Paris renouvelle sa collaboration avec Pathé pour le cinéma du village, d'autres rénovations majeures se profilent. Annette Diner fermera temporairement le 5 janvier 2026 pour une rénovation complète tout en préservant son charme rétro et son esprit rock'n'roll. Quant au Disney Store, il se transformera en Disney Wonder, un espace immersif et lumineux pensé pour faire vivre aux visiteurs leurs histoires Disney préférées à travers des univers thématisés. Les travaux s'accompagnent aussi d'une refonte des façades, sols et espaces paysagers, tandis que de nouvelles guérites d'accueil apparaissent, modernisant encore le visage du village. Et côté calendrier, la magie ne s'arrête jamais. La Fabrique des rêves de Minnie se jouera du 7 janvier au 5 juillet 2026, tandis que A Million Splashes of Color illuminera les journées du 7 février au 6 septembre 2026. Outre-Atlantique, à Walt Disney World, une grande nouveauté s'apprête à rugir. Zootopia Better Together ouvrira ses portes à Disney Animal Kingdom, une immersion technologique et joyeuse dans la métropole animalière de Judy Hopps et Nick Wilde, une première mondiale pour le resort de Floridien. Du côté de la mer, Disney Cruise Line s'apprête à lever l'ancre pour une nouvelle odyssée. Le Disney Destiny effectuera son voyage inaugural le 20 novembre 2025. Une croisière de 4 nuits entre Disney Castaway Cay et Disney Lookout Cay, les deux îles privées de la flotte Disney. À Shanghai Disneyland, la magie s'étend encore. Un quatrième hôtel Disney sortira bientôt de terre, le plus proche de l'entrée du parc, et une nouvelle zone commerciale verra le jour mêlant boutiques, restaurants et divertissements, confirmant le dynamisme du resort de chinois. Enfin, pour les rêveurs et collectionneurs, Disney Lorcana continue d'écrire sa légende, le chapitre 10, Lueur dans les profondeurs, disponible depuis le 14 novembre, explore de nouveaux mondes inédits. Taram et le chaudron magique et Gargoyles, deux univers mythiques qui plongent les joueurs dans un océan de magie et de nostalgie. Et voilà, nos actus magiques referment leur grimoire. Entre guirlandes scintillantes, nouveautés gourmandes et chantiers d'avenir, Disneyland Paris et le monde Disney tout entier continuent de se réinventer entre rêve, émotion et innovation. Et maintenant que nous avons pris le pouls du présent, remontons le temps. Car avant les flibustiers animatroniques, il y a eu les véritables pirates, les corsaires du roi et les aventuriers qui ont nourri l'imaginaire de Walt Disney lui-même. C'est ici que commence notre voyage dans les origines du mythe, dans le coin histoire. Fermez les yeux un instant. Imaginez un navire fantôme à la dérive, la coque rongée par le sel, les voiles en lambeaux. Au loin, la mer et l'encre et le ciel se déchirent de foudre.
Sur le pont, une silhouette se dresse, un sabre à la main, un rire au coin des lèvres. Voici le pirate, celui que les siècles ont transformé en mythe. Mais avant d'être ce héros romantique, le pirate fut un criminel, un mercenaire, un survivant, et c'est dans cette ambiguïté entre liberté et violence, entre rêve et cauchemar, que Disney a puisé l'essence même de Pirates des Caraïbes. Entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, les mers des Caraïbes sont un théâtre de conquête et de pillage. Les grandes puissances européennes, Espagne, Angleterre, France et Portugal, s'affrontent pour le contrôle du Nouveau Monde. Et quand la guerre s'interrompt, que font les hommes entraînés à tuer? Ils deviennent pirates. Leurs noms résonnent encore: Barbe Noire, Anne Bonny, Henry Morgan, Calico Jack, Rackham, des figures à mi-chemin entre bandits et aventuriers, et parfois même anoblis pour service rendu. Mais derrière ces légendes, la réalité est plus sombre. Les conditions de vie à bord sont atroces, les épidémies fréquentes et la mort omniprésente. Pourtant, un mot revient sans cesse dans les récits: liberté. À une époque où la société enfermait les hommes dans des hiérarchies rigides, le navire pirate était un monde à part, brutal mais égalitaire. Les pirates élisaient leur capitaine, partageaient les butins selon les règles écrites et faisaient flotter un drapeau noir qui, plus qu'un symbole de mort, était une déclaration d'indépendance. Ce paradoxe, la liberté dans la violence, fascine depuis toujours et il explique pourquoi les pirates n'ont jamais cessé d'inspirer les artistes. Avant de conquérir le grand écran, les pirates ont envahi les livres. Au XIXe siècle, la littérature romantique transforme les flibustiers en héros de fiction. Des auteurs comme Robert Louis Stevenson avec L'île au trésor de 1883 ou Daniel Defoe avec le capitaine Singleton font du pirate un symbole de l'aventure et de la désobéissance, un homme entre la loi et le rêve. L'île au trésor surtout change tout. Le personnage de Long John Silver, manipulateur rusé mais attachant, crée l'archétype du pirate moderne. Le foulard, le perroquet, la jambe de bois, le coffre au trésor, la carte marquée d'un X. Tous ces clichés que Disney reprendra un siècle plus tard trouvent leur source ici. L'ouvrage inspire aussi les premiers films d'aventure de cinéma muet et donne naissance à des icônes hollywoodiennes, Errol Flynn dans Captain Blood ou Troy Power dans Cygne Noir. Ces films plantent le décor. Le pirate devient le héros de l'évasion, de la mer et du panache. Walt Disney, grand amoureux de cinéma et d'histoire, les regarde fascinés. Et déjà, une idée germe dans son esprit. Et si ces aventures prenaient vie dans un lieu où le spectateur deviendrait à son tour explorateur? En 1955, Disneyland ouvre ses portes en Californie. Walt imagine déjà un espace consacré aux flibustiers, un Walk Tour Museum of Pirates, où les visiteurs déambuleraient parmi des décors grandeur nature remplis d'objets, d'épées et de trésors. Mais très vite, cette idée évolue grâce au progrès des audio-animatronics, la technologie qui permet d'animer des personnages mécaniques. Walt comprend qu'il peut aller plus loin, faire vivre ses pirates. Le projet devient alors une attraction immersive, un voyage en bateau à travers des cavernes, des villes incendiées, des combats navals. Chaque scène raconte une histoire, chaque détail plonge le visiteur dans une fresque vivante. Malheureusement, Walt Disney meurt en décembre 1966, quelques mois avant l'ouverture de Pirates des Caraïbes à Disneyland. Mais le projet terminé par ses équipes devient immédiatement un chef-d'œuvre. C'est la dernière attraction supervisée par Walt et sans doute la plus emblématique de son héritage. En 1967, les visiteurs découvrent pour la première fois Pirates des Caraïbes à Anaheim. C'est un choc. Jamais une attraction n'avait offert un tel réalisme, une telle ampleur. Le parcours en bateau, la musique entêtante, les décors gigantesques et surtout ces pirates qui rient, boivent et pillent dans une ville en flammes. C'est une révolution dans l'art du storytelling. Le succès est tel que la version est copiée, adaptée et enrichie dans chaque nouveau parc Disney. À Walt Disney World en 1973, à Tokyo Disneyland en 1983 et enfin à Disneyland Paris en 1992.
Mais à Paris, l'histoire prend une autre dimension. Ici, les Imagineers décident de réécrire le mythe. Plutôt qu'une simple boucle de scènes, ils créent un véritable récit à rebours. On commence dans la ville maudite, puis on remonte le temps jusqu'à la genèse du trésor. C'est une approche plus cinématographique, plus européenne, qui s'inspire autant de l'art baroque que des récits d'aventure classiques. Ce qui fait la force de Pirates des Caraïbes, c'est qu'il s'agit d'un mythe universel. Les pirates existent dans toutes les civilisations. Les Vikings en Scandinavie, les Wako japonais sur la mer de Chine, les corsaires barbaresques en Méditerranée. Partout, les flibustiers incarnent le même désir, échapper aux règles, braver l'autorité, vivre libre. Mais chez Disney, le mythe devient une métaphore plus douce. Les pirates ne sont plus des assassins, mais des rêveurs. Ils incarnent cette nostalgie d'un monde d'aventure disparu, un monde où l'on pouvait littéralement suivre la carte d'un trésor et partir au bout du monde. C'est ce mélange de réalisme, de mythe et de rêve qui fait toute la magie de Pirates des Caraïbes. Dans chaque version, une chose demeure, cette sensation d'embarquer pour un ailleurs. On quitte le monde moderne, on s'enfonce dans les ténèbres et soudain, une cascade s'ouvre, on se retrouve au XVIIIe siècle. C'est là tout le génie de Disney. Faire voyager non pas seulement le corps, mais l'esprit. Et au cœur de cette traversée, il y a un fil conducteur, le goût du risque, de l'aventure et de la liberté. Mais comment donner vie à une mer en mouvement? Comment faire croire à des visiteurs qu'ils voguent au cœur d'une bataille navale alors qu'ils se trouvent dans un hangar californien? C'est tout l'art des Imagineers. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant dans Backstage. Imaginez une mer enfermée dans un bâtiment. Un océan miniature où des centaines de visiteurs voguent chaque heure à travers tempêtes, explosions et éclats de rire. C'est ça, Pirates des Caraïbes. Un miracle d'ingénierie et de mise en scène, une illusion totale née d'un défi que peu croyaient possible. Lorsque les Imagineers ont commencé à concevoir l'attraction, un problème s'est vite posé. Comment simuler une traversée maritime dans un espace clos? Les ingénieurs ont alors inventé un système révolutionnaire, des bateaux sans rails visibles guidés dans un canal d'eau en boucle où la gravité fait office de moteur. L'eau elle-même, pompée en continu, sert à propulser les embarcations à vitesse constante. Mais ce n'est pas tout. Les Imagineers ont donné à cette eau une vie propre. Température régulée à 20 degrés pour éviter la condensation, colorée d'une timbre sombre qui capte les reflets des torches et légèrement parfumée pour évoquer le bois humide et le sel marin. Oui, même l'odeur de Pirates des Caraïbes a été imaginée. Ce mélange d'humidité, de chlore et de résine est devenu culte. On parle aujourd'hui du Pirate Scent, une madeleine olfactive pour des millions de fans. Pour créer l'illusion du crépuscule éternel des Caraïbes, les Imagineers ont utilisé un système d'éclairage inédit. Plutôt qu'une lumière directe, tout repose sur des sources dissimulées, souvent cachées derrière les décors ou sous l'eau. Chaque torse vacille à un rythme différent, chaque lanterne projette des ondes mouvantes et les reflets de l'eau donnent l'impression d'un mouvement permanent même quand le bateau glisse doucement. À Paris, cette dimension est encore plus poussée. Les tons orangés du village en flammes, les bleus profonds des cavernes, les éclats du combat naval. Chaque couleur raconte une émotion, chaque transition lumineuse soutient la narration. Les éclairagistes parlent de lumière émotionnelle, une lumière qui guide sans qu'on la voie. Le son dans Pirates des Caraïbes est un océan à part entière. Chaque scène possède son ambiance propre. Le claquement du bois, le roulement des vagues, le chant des cigales ou le feu qui crépite. Mais la prouesse majeure devient de la spatialisation sonore. Les Imagineers ont installé des dizaines d'enceintes directionnelles, parfois cachées dans les tonneaux, pour que chaque voix, chaque ricanement semble venir d'un point précis. Et puis, il y a la chanson Yo-Oh, A Pirate Life for Me, composée par George Bruns et écrite par Xavier Atencio. Elle rythme le parcours tout entier. Elle n'est pas seulement un thème, elle est la narration elle-même. Chaque couplet correspond à un tableau, chaque reprise relie les scènes.
À Paris, la version orchestrale est plus dramatique, presque symphonique. Le tempo ralentit dans les cavernes, s'accélère pendant les batailles et s'efface dans un murmure lorsque l'on quitte les ruines embrumées. Les véritables stars de l'attraction, ce sont eux, les audio animatronics, des automates capables de bouger, chanter et interagir comme de véritables acteurs. Lors de la première version à Anaheim, ils représentaient le summum de la technologie. Mais à Paris, les Imagineers ont franchi un cap. Les mouvements y sont plus fluides, les expressions plus crédibles, les visages plus expressifs. Certains pirates peuvent cligner des yeux, lever un sourcil ou hocher la tête avec un naturel troublant. Chaque personnage a son propre micro-scénario. Le pirate endormi sur son tonneau, la femme qui le poursuit avec un balai ou le chien gardant la clé de la prison, un gag mythique devenu symbole de l'attraction. Fait amusant, plusieurs visages ont été sculptés à partir des traits des Imagineers eux-mêmes. C'est donc littéralement l'équipe Disney qui peuple la ville pirate. Contrairement à beaucoup d'attractions modernes, Pirates des Caraïbes raconte son histoire sans dialogue explicatif. Tout passe par la mise en scène. Le parcours suit une structure cinématographique, une introduction calme, une montée en tension, un climat explosif et une conclusion mélancolique. Chaque décor est pensé pour suggérer plus qu'il ne montre. Un coffre entrouvert, une épée plantée dans un baril, un navire à moitié englouti, ces détails nourrissent l'imaginaire du visiteur et lui donnent l'impression de compléter l'histoire à lui-même. À Disneyland Paris, les Imagineers ont renforcé cette approche. Le parcours est inversé par rapport à la version américaine. On commence dans le chaos et on termine dans la mort et la légende. Ce n'est pas un hasard, c'est une narration à rebours, une tragédie visuelle. L'attraction parisienne est la plus vaste des versions existantes. Elle occupe plus de 9000 m2, répartis sur plusieurs niveaux et reliés par une immense structure souterraine. Les visiteurs ne s'en rendent pas compte, mais ils descendent à plus de 6 mètres depuis l'entrée puis remontent doucement dans la dernière partie. Ce dénivelé permet de créer la cascade initiale et de cacher l'intégralité du bâtiment principal sous le niveau du sol. Les façades extérieures, inspirées du port de Saint-Malo et des cités coloniales espagnoles, sont construites en béton teinté et patiné à la main. Chaque fissure, chaque tache d'humidité est volontaire. Car pour que le rêve fonctionne, il faut que la ruine soit parfaite. L'une des scènes les plus célèbres, le combat naval entre le fort et le Black Pearl, repose sur un dispositif pyrotechnique complexe. Les canons tirent des charges d'air comprimé synchronisées avec des éclairs de lumière et des éclats sonores pour simuler des boulets frappant la mer. À Paris, des effets de fumée et de projection ont été ajoutés pour renforcer la profondeur du champ de bataille. Les éclats lumineux se reflètent sur les murs humides, créant une illusion de chaos total. Et pourtant, tout est minuté au centième de seconde. Les capteurs détectent la position exacte des bateaux, déclenchant les scènes au moment parfait. En 2017, l'attraction parisienne a été entièrement rénovée, les systèmes audio et animatroniques ont été modernisés et surtout de nouveaux personnages issus des films sont apparus, Jack Sparrow, Barbossa et David Jones. Loin d'être une simple mise à jour marketing, cette intégration a été pensée comme une fusion narrative. Les pirates du film ne remplacent pas ceux du passé, ils en deviennent les héritiers. Jack Sparrow se glisse dans les scènes existantes, souvent cachées comme s'il avait toujours été là. Son animatronique, parmi les plus sophistiqués d'Europe, reproduit fidèlement les mimiques de Johnny Depp. Certains visiteurs jurent même avoir vu l'acteur en vrai, tant le réalisme est troublant. Cette modernisation a permis à l'attraction de retrouver tout son éclat sans trahir l'esprit original de 1967. Derrière chaque planche de bois, chaque corde, chaque pièce d'or se cache un artisan. Menuisier, sculpteur, peintre, machiniste, des centaines de talents ont façonné ce monde miniature. À Disneyland Paris, plusieurs artistes français ont participé à la création des décors, apportant une touche européenne dans les textures et les couleurs. Les toiles des voiles, par exemple, ont été vieillies avec de véritables pigments d'argile, et certaines pièces du trésor final sont de vrais objets récupérés sur des marchés d'antiquités.
L'authenticité est totale parce que chez Disney, même la fiction doit avoir un goût de vérité. Nous avons vu comment les Imagineers ont fait naître la mer, le feu et la vie dans un simple bâtiment. Mais à Paris, Pirates des Caraïbes n'est pas qu'un exploit technique, c'est un poème en mouvement. Un récit à rebours, une aventure tragique et magnifique née de l'imagination européenne. Il est temps de lever l'ancre pour le découvrir ensemble. Bienvenue dans le grand dossier. Chers auditeurs, il est temps d'embarquer. Les voiles claquent, la lanterne tangue et la brume se lève doucement sur une crique oubliée. Devant vous, un vieux fort espagnol s'effrite sous les assauts du temps. L'air sent le sel, le bois mouillé et la poudre noire. C'est ici, au cœur d'Adventureland, que commence l'un des voyages les plus ambitieux jamais créés par les Imagineers, celui de Pirates des Caraïbes. Mais à Paris, les pirates ne sont pas de simples bandits enivrés de rhum et de chansons, ils sont les spectres d'un monde disparu, les échos d'une humanité qui vacille entre la gloire et la décadence. Et c'est toute la différence. Fermez les yeux un instant. Vous êtes à l'orée d'Adventureland, le soleil décline, la brise s'alourdit d'embrun et de mystère. Devant vous s'élève la silhouette d'un fort espagnol rongé par le sel et le temps, le Castillo del Oro. Les canons sont rouillés, les murs sont craquelés et les étendards effilochés. Tout ici évoque la fin d'un empire et le début d'une légende. Rien n'est laissé au hasard. Cette ruine n'est pas un décor, c'est une mémoire figée dans la pierre. Et c'est précisément ce que voulaient les Imagineers, faire de Pirates des Caraïbes un voyage à travers le temps, où chaque fissure raconte une histoire, chaque ombre murmure un passé englouti. Pour comprendre l'esprit de ce fort, il faut revenir en 1967 à Anaheim, en Californie. Quelques mois après la mort de Walt Disney, le monde découvrait la dernière attraction à laquelle il avait personnellement contribué, Pirates des Caraïbes. Walt voulait que les visiteurs entrent littéralement dans une histoire vivante. Il ne voulait plus qu'ils la regardent, il voulait qu'ils la vivent. Il rêvait d'un musée animé, d'un théâtre fluvial où les spectateurs deviendraient explorateurs, naviguant à travers des tableaux mouvants entre rire et effroi. Autour de lui, plusieurs génies donnèrent forme à cette vision. Le premier, Mark Davis, le dessinateur et conteur maître de la narration visuelle. C'est lui qui imagina les scènes humoristiques, les postures des pirates, leurs expressions exagérées, leurs situations absurdes. Claude Coats, peintre et décorateur, grand colorisme de Londres et du silence, c'est lui qui sculpta les cavernes, peignit le ciel éternel et conçut la lumière des Caraïbes imaginaires. Xavier Atencio, ancien animateur devenu scénariste, qui écrivit la chanson mythique Yo-Ho, Yo-Ho, A Pirate's Life for Me. Blaine Gibson, sculpteur d'animatronics, dont le visage expressif des pirates deviendront immortels. Ces quatre noms forment le cœur battant de Pirates des Caraïbes. Et si Walt Disney avait imaginé le rêve, ce sont eux qui l'ont incarné. Quand 30 ans plus tard les Imagineers s'attellent à construire la version parisienne, ils n'ont pas seulement pour mission de reproduire, ils doivent transformer et magnifier. Sous la direction artistique de Tony Baxter, Jane Gilmore, Eddie Soto et Jim Shull, ils décident de revisiter le mythe pour le public européen. Car en Europe, le pirate n'est pas seulement un aventurier, il est aussi une figure romantique, une ombre tragique née des récits de Stevenson, Dumas ou Hugo. Là où les Américains voient des gueux audacieux, les Européens voient des héros maudits. Ainsi naît l'idée du Castillo del Oro, un fort espagnol en ruine, vestige d'une époque où la conquête et la cupidité ont tout consumé. Ce fort n'est pas un simple port d'embarquement, c'est une frontière entre le monde des vivants et celui des morts, entre l'histoire et la mémoire. Et dès les premiers pas, les visiteurs sentent qu'ils ne vont pas simplement voguer sur l'eau, mais glisser dans un autre temps. L'illusion du fort repose sur une prouesse artisanale. Les murs fabriqués en béton projeté ont été peints à la main par des artisans français formés par les équipes de Wed Enterprise.
Chaque trace d'humidité, chaque fissure, chaque écaille de peinture a été précisément calculée. Les Imagineers ont mis au point une technique de vieillissement actif, des lavis de pigments, des incrustations de mousse, des zones brûlées au chalumeau. Le résultat est stupéfiant, une ruine qui semble avoir plusieurs siècles d'existence alors qu'elle n'en avait pas encore un au jour de l'ouverture du parc. Et parce que tout est pensé dans la continuité, le sentier d'attente n'est pas un simple couloir, c'est une introduction narrative. Les visiteurs traversent des douves, un entrepôt d'armes, une chapelle en ruine, puis descendent lentement vers les souterrains. À mesure que la lumière se fait plus rare, le son de la mer devient plus fort et la frontière entre le réel et le rêve s'efface. Dans la version parisienne, le fort n'est pas qu'un décor, il est le premier personnage de l'histoire. Sa présence domine, son silence raconte la chute d'un empire. Claude Coats aurait adoré cette approche, lui qui, dès les années 60, pensait les décors Disney comme des paysages émotionnels. Chez lui, chaque couleur, chaque texture traduisait une sensation, la peur, la nostalgie, l'attente. Le Castillo del Oro avec ses teintes ocre, ses pierres moussues et la lumière dorée incarne à merveille ce principe, un décor qui ressent. Les visiteurs sentent que ce lieu a vécu, qu'il a connu la guerre, la richesse, le déclin et que désormais il ne reste que des échos. La dernière arche franchie, la musique s'éteint, les torches vacillent, l'eau ruisselle le long des murs, un souffle humide s'élève du sol. Les visiteurs embarquent, le bois craque, le bateau tangue, et lentement ils quittent la lumière du fort pour s'enfoncer dans la pénombre. Ce moment est capital. C'est la seconde frontière du récit, l'instant où le réel bascule dans le mythe, où la ruine devient mémoire, où le fort espagnol cède la place au royaume de la mort. Les premiers accords de la bande-son résonnent, profonds, presque religieux. C'est l'appel du large, mais aussi celui du passé. Ce qui frappe dans ce début d'attraction, c'est le sentiment d'ancienneté crédible. Le fort semble avoir existé avant l'attraction elle-même. C'est tout l'art des Imagineers, créer un monde où le temps est un acteur. Et dans ce décor silencieux, les ombres de Walt Disney et de ses artistes planent encore. On les devine dans la lumière tremblante des torches, dans le craquement des cordes humides, comme si le fort lui-même gardait la mémoire des mains qui l'ont bâti. Une fois franchi le seuil du fort, nous ne sommes plus dans un décor, mais dans une mémoire. Les morts vont nous parler, les fantômes vont chanter, et le temps, lui, va reculer. Car dans la version parisienne de Pirates des Caraïbes, l'histoire ne se raconte pas du début à la fin, mais de la fin au début. Préparez-vous à plonger dans un récit à rebours, une tragédie en eau trouble. Imaginez un film qui commencerait par la mort de son héros, puis remonterait vers sa vie, scène après scène, jusqu'à retrouver l'instant où tout a commencé. C'est exactement ce que fait Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris. Mais ici, le spectateur n'est pas un simple témoin. Il vit cette inversion du temps. À peine embarqué, il découvre les restes d'un monde disparu, un fort en ruine, des trésors calcinés, des squelettes figés dans la poussière. Peu à peu, le temps se remet à couler à rebours. Les torches s'allument, les voix se font entendre, les rires reviennent, ce que l'on croyait mort reprend vie, et ce voyage du néant vers la mémoire devient une résurrection poétique. Les autres versions de Pirates suivent un schéma classique. Le calme, la découverte, le chaos, la morale. À Paris, tout est inversé. L'attraction commence par la mort et finit avant la chute. C'est une tragédie à la manière de Sophocle ou de Shakespeare. Le spectateur sait que tout est déjà perdu, mais il regarde fasciné la fatalité se rejouer encore et encore. Cette approche vient d'une idée de Tony Baxter, le grand architecte de Disneyland Paris. Il voulait que le public européen habitué aux récits circulaires et mélancoliques retrouve dans Pirates la profondeur d'une légende et non d'une simple aventure. Le génie de cette version, c'est sa structure fluide, presque onirique.
Le spectateur ne remarque pas le passage du présent au passé, tout se fait par la lumière, le son, la musique, comme un glissement progressif à travers les couches du souvenir. Les effets sonores jouent un rôle fondamental. Le bruit de l'eau se transforme subtilement en écho marin, les sons métalliques du fort deviennent les cliquetis d'une taverne, les chants lointains se rapprochent, se matérialisent. Claude Coates, le peintre du mystère, disait souvent l'atmosphère et l'émotion du décor. Cette phrase trouve ici tout son apogée. Dans Pirates des Caraïbes à Paris, tout est conçu comme un rêve en marche arrière. On commence par le silence des morts, puis on glisse vers la cacophonie des vivants, et lorsque la lumière du jour réapparaît, le visiteur comprend qu'il vient d'assister à une boucle et que les rires des pirates ne sont que les échos de leur propre fin. Le temps ici n'est pas un simple repère, c'est un personnage invisible. Il respire, s'étire, se contracte, nous engloutit. L'attraction devient un sablier renversé. Les grains de sable remontent, les souvenirs s'animent jusqu'à ce que tout s'efface à nouveau. C'est sans doute pour cela que cette version émeut tant. Elle ne nous montre pas un passé figé, mais un passé en train de revivre, comme si le fort lui-même refusait d'être oublié. Mark Davis, le maître conteur, disait « Chaque attraction Disney doit être une boucle. Quand on en sort, on doit avoir envie d'y retourner, non pas pour la refaire, mais pour la comprendre différemment. » Cette phrase résume parfaitement la philosophie de Pirates des Caraïbes à Paris. Chaque traversée révèle de nouveaux sens, un détail de décor, un rire, une lueur, rien n'est identique car tout dépend du regard. Le visiteur devient le narrateur, le témoin d'un cycle éternel où les morts racontent leur propre histoire. Si Walt Disney a souvent décrit ses parcs comme un théâtre à ciel ouvert, alors Pirates des Caraïbes à Paris est sans doute sa scène la plus sophistiquée. Tout y répond à une logique de mise en scène. L'entrée joue le rôle du prologue, la caverne des squelettes celui du chœur antique qui annonce la tragédie, le port assoupi l'exposition, la bataille navale l'apogée dramatique, la ville en feu la catharsis et le retour à la caverne l'épilogue. C'est une pièce en 5 actes, mais jouée à rebours. Et c'est ce renversement qui la rend fascinante. Les visiteurs ne voient pas une succession de scènes, ils assistent à un cycle narratif où la cause suit la conséquence. Le désordre devient logique, le chaos, poésie. Chez Disney, la nostalgie n'est jamais une simple émotion, c'est une matière de création. Les Imagineers européens, conscients que le public du vieux continent a grandi avec les récits de jadis, les fantômes, les ruines, ont voulu transformer Pirates en une expérience de mémoire. L'eau qui coule symbolise le passage du temps, mais à chaque vague, le passé refait surface. Chaque flambeau allumé est un souvenir ravivé, chaque chanson, une réminiscence d'un âge d'or disparu. Et ainsi, le spectateur devient lui-même un fantôme de passage, visiteur d'un monde qui ne vit que pour lorsqu'on le regarde. La boucle narrative est le cœur secret de l'attraction. On y entre par les ruines du fort, on en sort par les mêmes cavernes comme si rien n'avait changé. Mais l'expérience, elle, a tout transformé. C'est une idée profondément Walt Disneyienne, celle du cycle de la vie, de la renaissance éternelle, déjà présente dans It's Small World ou Carousel of Progress. Sauf qu'ici, la boucle n'est pas lumineuse, elle est mélancolique. Elle ne promet pas l'avenir, mais rappelle la perte. Le génie des Imagineers, c'est d'avoir compris que la nostalgie européenne est une forme de beauté, une beauté tragique qui naît de l'éphémère. Composée à l'origine par George Bruns sur les paroles de Xavier Atencio, la chanson Yo-Oh Yo-Oh A Pirate's Life for Me est devenue une icône culturelle. Mais à Paris, elle n'est pas utilisée comme aux États-Unis. Elle surgit tard, presque comme un souvenir, et se teint de mélancolie. Les orchestrations ont été retravaillées pour donner plus de profondeur, des violons graves, des chœurs discrets et une réverbération plus large qui amplifie l'effet de distance. Résultat, la chanson n'est plus un hymne à la fête, mais une lamentation joyeuse, un écho de gloire éteinte. Elle agit comme une clé narrative, le moment où les morts se souviennent qu'ils ont vécu.
L'un des aspects les plus fascinants de la version parisienne, c'est qu'elle a été conçue pour être intemporelle. Tony Baxter, lors de la conception du parc, expliquait: Nous voulions que chaque attraction ait le goût d'une légende qu'on redécouvre. Ainsi, Pirates des Caraïbes a été pensé non pas comme une nouveauté technologique, mais comme un récit déjà ancien. Les murs, les textures, les sons sont volontairement datés, les torches, au lieu de LED moderne, sont à flamme réelle, les musiques sont enregistrées avec une acoustique analogique volontairement imparfaite. Tout concourt à donner le sentiment d'une œuvre hors du temps, et c'est ce qui la rend magique. Elle ne vieillit pas parce qu'elle était déjà ancienne à sa naissance. Walt Disney ne connaissait pas encore le mot immersif, mais il en avait compris le principe avant tout le monde lorsqu'il disait: Je ne veux pas que le public regarde l'histoire, je veux qu'il en fasse partie. Il imposait alors les bases de ce que Pirates des Caraïbes allait incarner. Cette version est au fond l'accomplissement de ce rêve, un monde clos, cohérent, habité, où le visiteur n'est pas un client, mais un acteur du souvenir collectif. Tout dans la version parisienne tend vers une idée, celle que le passé ne meurt jamais tant qu'on le raconte. Les pirates sont morts mais leurs chansons demeurent, le fort s'effondre mais son écho continue, et le visiteur en traversant ces décors deviennent les nouveaux conteurs. L'attraction ne se contente pas de ressusciter les fantômes, elle fait de nous leurs héritiers. C'est ce qui distingue cette version, elle transforme une aventure en poème sur la mémoire. Et ce pourquoi, plus de 30 ans après son ouverture, chaque bateau qui quitte le Castillo del Oro semble redémarrer une légende sans fin. Le temps s'est inversé, les morts se sont éveillés et les flambeaux de la mémoire s'allument à nouveau. Nous quittons à présent la caverne du souvenir pour plonger au cœur du tumulte, celui des batailles, des rires, du chaos. Car si Pirates des Caraïbes est une tragédie, c'est aussi un spectacle total, une symphonie d'eau, de feu et de poudre. Le bateau quitte les profondeurs du fort, l'eau clapote doucement, l'air se charge de brume et d'un parfum de sel. Pendant quelques secondes, le silence est total, un silence lourd, presque religieux, comme celui qui précède un souvenir qui s'éveille. Puis, une voix lointaine s'élève. Un chant de marin perdu, fragile, distordu par l'écho des cavernes, le temps se remet à vivre. Cette entrée en matière typique de la version parisienne place d'emblée le spectateur dans une posture d'observateur de l'au-delà. Il ne découvre pas un monde, il le revisite. Le voyage n'est pas horizontal mais temporel, et à chaque scène, le présent se dissout un peu plus pour laisser place au passé. C'est ici que tout commence ou que tout se termine. Les barques glissent entre les roches éclairées par quelques torches mourantes. Autour des squelettes dorment assis à leur table couchés sur des tonneaux figés dans la fête qu'ils n'ont jamais quittée. L'un tient encore sa bouteille, un autre un pistolet rouillé, un crâne repose sur un trésor scintillant. Tout respire la décomposition et la gloire passée. Ce tableau, imaginé par Claude Coats et affiné par Marc Davis, est un chef-d'œuvre de composition visuelle. Rien n'y est macabre. C'est une belle mort, une mort pittoresque. L'éclairage doré adoucit la scène, la musique diffuse un thème lent presque tendre. Le visiteur ne ressent pas la peur mais la nostalgie, comme s'il surprenait les fantômes dans leur éternité tranquille. Cette séquence reprend l'idée chère à Walt Disney, celle de la mort vivante où les esprits ne sont pas des monstres, mais des témoins d'un autre monde. Une philosophie déjà présente dans Haunted Mansion, mais qui se trouve ici une expression plus mélancolique. La mise en scène n'est pas seulement belle, elle est symbolique. Ces pirates figés autour de leur butin incarnent la boucle temporelle de l'attraction. Leur trésor est à la fois leur triomphe et leur tombe. La richesse les condamne, mais elles continuent de briller pour rappeler leur gloire. Après ce moment suspendu, la barque bascule soudain dans l'obscurité. Une chute douce mais saisissante emporte le visiteur dans un autre temps. Le fort a disparu, les squelettes se sont tus et une lumière nouvelle apparaît. Le passé renaît. Cette transition est magistrale. Tony Baxter voulait qu'on ressente physiquement le passage du temps. Le choc de la chute est le signal, la mémoire se réveille. Et à mesure que la barque se stabilise, les sons s'amplifient, les vagues, les cris, les mouettes, la vie.
C'est le moment où l'on comprend que l'attraction ne montre pas le passé, mais le rêve des morts. Tout ce qui va suivre n'est pas réel, c'est la mémoire qui se raconte. La scène suivante est un chef-d'œuvre de composition dramatique. Le visiteur traverse un petit port espagnol endormi éclairé par la lune. Les maisons sont fermées, les bateaux amarrés, l'eau immobile. Un calme absolu règne, le calme avant la tempête. Ici, Claude Coates joue avec le silence comme une peinture joue avec la lumière. Le son du vent, le grincement des coques, le clapotis régulier de l'eau composent une partition minimaliste et soudain, au loin, un canon tonne. Une explosion réveille le monde. Cette montée progressive est une leçon de narration environnementale. Les visiteurs sentent que quelque chose va arriver, mais l'attraction ne le dit pas, elle le suggère. C'est tout l'art de l'attente, hérité du cinéma classique. Le bateau débouche sur la scène la plus spectaculaire du parcours. Une frégate corsaire affronte le fort, canon en feu, mât éclaté, fumée épaisse, les boulets sifflent, l'eau explose et les pirates crient. Cette scène, héritée de la version originale d'Anaheim, atteint à Paris une ampleur dramatique inédite. L'échelle du décor est gigantesque, les perspectives faussées donnent l'impression que la mer s'étend à l'infini. Les effets de lumière et de fumée synchronisés à la musique orchestrale transforment la bataille en un ballet apocalyptique. Ce n'est pas une simple action, c'est un opéra visuel. Chaque coup de canon a un tempo, chaque cri un rythme. Les Imagineers ont travaillé avec une précision de metteur en scène. La scène doit être relancée à la seconde près pour garder sa dynamique comme un film qui se rejoue en boucle. Et au centre du tumulte, un détail. Le capitaine Barberousse, immobile, tire au canon riant face à la mort. Une image symbolique de la folie pirate, la joie au cœur du désastre. Après la guerre, la fête. Le bateau glisse dans les ruelles d'une ville envahie par les flibustiers. Les torches s'allument, les rires fusent, la musique gronde. C'est la bacchanale. Les pirates pillent, boivent, chantent, se poursuivent. Mark Davis a signé ici son grand chef-d'œuvre d'humour visuel. Chaque scène est une vignette, un gag, une miniature de comédie humaine. Un pirate ivre conversant avec des cochons, un autre cherchant à séduire une captive, un troisième endormi dans un tonneau. Mais derrière l'humour, le chaos. Le feu gagne du terrain, les maisons brûlent, les rires se font hystériques. L'attraction atteint son apogée, la démesure, la perte de contrôle, l'humanité à son paroxysme. Ce passage, souvent perçu comme purement comique, est en réalité un tableau moral. Il montre la vanité des conquêtes, les pirates ivres de liberté s'autodétruisent dans leur triomphe. Mark Davis, avec sa tendresse ironique, les peint comme des enfants perdus dans une fête sans fin. La dernière grande scène est un embrasement. Les flammes dévorent la ville, les structures s'effondrent, les pirates continuent de rire. La musique devient dramatique, les lumières rouges saturent l'espace et un sentiment de vertige s'installe. C'est la chute de Babylone, la fin du rêve. Tout brûle, tout s'effondre, mais dans la beauté du désastre. Walt Disney disait même dans la destruction, il faut de la poésie. Ici, cette phrase prend tout son sens. Le feu n'est pas un châtiment, c'est une purification. Il efface les traces, il boucle le récit, ce qui fut fait devient cendre et le cycle peut recommencer. Après la tempête, le calme revient. Le bateau s'enfonce dans la pénombre, la musique se tait, les flammes s'éteignent, au loin la lueur bleue des squelettes réapparaît. Nous sommes revenus au point de départ. Les pirates sont redevenus ombre. Ce retour est la clé de voûte du récit. Tout ce que le visiteur a vu n'était qu'un souvenir, une boucle de mémoire que le fort rejoue éternellement. Et dans ce dernier silence, une voix résonne, celle du perroquet gardien du fort qui répète Dead men no tales. Les morts ne racontent pas d'histoire. Phrase iconique car c'est précisément ce qu'ils viennent de faire.
Dans la version modernisée de l'attraction, Jack Sparrow apparaît à plusieurs reprises. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne perturbe pas la narration, il l'enrichit. Car Jack n'est pas un pirate parmi d'autres, il est un fantôme conscient de la boucle. Toujours un peu décalé, toujours en décalage temporaire, il semble savoir que le monde autour de lui est un souvenir. Lorsqu'il lève sa coupe en criant yo ho, c'est comme s'il saluait les visiteurs eux-mêmes complices du rêve. Les Imagineers ont conçu sa présence comme une cassure du quatrième mur. Jack Sparrow est le lien entre les morts et les vivants, le personnage qui traverse les strates du temps tout en gardant ce regard malicieux sur l'absurdité de son propre destin. Le bateau ressort lentement du fort, la lumière du jour se mêle à celle des torches, le cycle est bouclé. Les visiteurs ont traversé le temps, la mémoire et la folie, et sans qu'ils s'en rendent compte, ils ont été les témoins d'une tragédie cyclique, un théâtre marin où la mort et la vie dansent ensemble. Le feu s'éteint, la mer s'apaise et le fort retient son souffle. Nous avons traversé les enfers du souvenir, entendu les rires des morts et vu brûler leurs illusions. Mais derrière le spectacle et les effets, Pirates des Caraïbes cache une œuvre d'art profondément européenne façonnée par les éléments, la peinture et la nostalgie. Car ce qui brûle ici, ce n'est pas seulement la poudre, c'est le temps lui-même. Quand Walt Disney créa Pirates des Caraïbes, il voulait raconter la vie trépidante des flibustiers. Leur audace, leur humour, leur chaos. Mais quand l'équipe de Tony Baxter adapta ce concept à Paris, elle fit bien plus que le transposer. Elle en fit une œuvre méditerranéenne, profondément européenne, presque picturale. Là où la version américaine est un spectacle d'aventure, celle de Disneyland Paris devient un poème visuel sur la fragilité et la gloire humaine. Le visiteur n'assiste pas à une épopée, il contemple une vanité baroque. Les pirates rient, brûlent, pillent, mais tout cela est éphémère et la mer impassible reprend toujours le dessus. Pirates des Caraïbes Paris est sans doute l'attraction la plus peinte jamais conçue par les Imagineers. Son esthétique emprunte autant aux tableaux de Velázquez, Rembrandt, Caravage qu'aux paysages tempétueux de Turner. Les jeux de lumière y sont conçus comme des clairs obscurs vivants, les torches percent la pénombre, les reflets de l'eau sculptent les murs, les ombres se mêlent à la brume. Claude Coats, artiste avant tout, voyait le décor comme un personnage émotionnel. Dans ses aquarelles préparatoires, il ne dessinait pas les murs mais des atmosphères. Chaque pierre devait respirer, chaque reflet devait raconter le temps qui passe. Mark Davis, lui, apporta la vie, l'humour, le mouvement. Le mariage des deux donna ce chef-d'œuvre de contraste, une comédie tragique baignée dans une lumière de fin du monde. Tony Baxter dira plus tard « Nous ne voulons pas copier la version américaine, mais imaginer ce que Vermeer ou Delacroix auraient peint s'ils avaient visité un port pirate. » Et c'est exactement ce que l'on ressent. Une peinture en mouvement, une toile qui respire, où la poussière, la fumée et la mer dialoguent comme des couleurs sur la palette d'un peintre. Dans toutes les versions de l'attraction, l'eau est un élément central. Mais à Paris, elle devient presque sacrée. Elle n'est pas qu'un moyen de transport, elle est la substance du souvenir. C'est par elle que le visiteur voyage. C'est elle qui relie les scènes, les mondes, les époques. L'eau n'a pas de direction, elle coule, revient, se perd. Elle reflète les flammes, porte les rires, efface les ruines. L'eau est ici une métaphore du temps qui coule et revient. Quand la barque franchit les cavernes, c'est comme si elle traversait la mémoire elle-même. Les Imagineers ont d'ailleurs accordé une intention obsessionnelle à son son. Chaque éclaboussure, chaque remous a été calibré pour créer une sensation de calme hypnotique. C'est la respiration de l'attraction. Et comme dans les tableaux romantiques, la mer incarne le destin. On la traverse, mais elle finira toujours par nous reprendre. Face à l'eau, le feu. Dans La Ville en flammes, le feu n'est pas seulement un effet visuel, c'est un jugement poétique. Il représente la destruction que les hommes s'infligent par cupidité. Les pirates ont voulu dominer le monde, mais c'est leur propre orgueil qui les consume.
Les Imagineers ont conçu cette scène comme un tableau vivant de l'apocalypse. Les effets d'éclairage purement analogiques à l'époque utilisent un jeu de filtres colorés et de miroirs rotatifs qui créent une illusion de flamme véritable. C'est le symbole parfait, un feu qui brûle jamais vraiment, mais qui semble éternel. Le feu ici n'est pas punitif, il est purificateur. Il clôt la boucle, il efface le rêve, et quand tout s'éteint, ce n'est pas la fin, c'est la paix. Souvent oublié, l'air est pourtant omniprésent dans Pirates. C'est le vent qui fait claquer les voiles, qui anime les torches et qui fait respirer le fort. Les Imagineers ont utilisé des souffleries discrètes et des variations de température pour créer cette impression de mouvement invisible. C'est le souffle du récit, la voix des morts qui continue de hanter les lieux. Ce vent que l'on ressent parfois sur le visage dans la caverne des squelettes ou lors de la bataille navale est une prouesse technique mais aussi une trouvaille symbolique. Il donne au fort une respiration, une âme. Il fait de ce lieu une entité vivante, un témoin qui murmure encore. Enfin, il y a la pierre, ce matériau omniprésent dans le Castillo del Oro, usée, fissurée, couverte de mousse, elle symbolise la persistance du passé. Contrairement aux attractions futuristes, Pirate ne glorifie pas la modernité, il célèbre la ruine. Et c'est dans cette ruine que réside la beauté. Tony Baxter le disait souvent, Disneyland Paris n'est pas un parc du futur, mais un parc du souvenir. La pierre du fort, la poussière, les fissures sont autant de traces du temps qui passe, mais aussi de l'éternité du rêve. C'est cette texture à la fois matérielle et métamorphorique qui donne à Pirates des Caraïbes sa profondeur européenne. À travers ces éléments, eau, feu, air, pierre, l'attraction compose une métaphysique du souvenir. Chaque traversée répète la même histoire, mais jamais de la même manière. C'est un rituel. Les visiteurs sont à la fois spectateurs et participants d'un cycle éternel. Cette idée du retour éternel trouve des échos dans la culture européenne, chez Nietzsche, dans le romantisme allemand, dans les mythes celtiques ou méditerranéens. Les Imagineers n'en avaient peut-être pas conscience à ce point, mais ils ont créé une œuvre qui parle à l'inconscient collectif du vieux continent, celui des légendes, des épopées et des malédictions. En définitive, Pirates des Caraïbes à Paris est un théâtre aquatique, un espace où les émotions humaines, la cupidité, la joie, la peur, la nostalgie se rejouent à l'infini. Chaque scène est une métaphore de l'âme humaine à la fois rieuse et tragique. Le visiteur en sortant ne se souvient pas seulement des effets, mais d'une sensation d'intemporalité. Et c'est peut-être là le plus grand triomphe de Walt Disney et de ses héritiers, avoir fait d'un divertissement une médiation sur la condition humaine. Nous quittons à présent les eaux de la mémoire, le fort s'efface, les rires s'éteignent, et les pirates retournent à leur éternité. Mais au fond, peut-on vraiment quitter Pirates des Caraïbes? Car chaque note, chaque flamme, chaque reflet nous accompagne bien après la traversée. Reste maintenant à comprendre pourquoi, plus de 50 ans après sa création, cette aventure demeure l'une des plus grandes œuvres de l'imagineering. Chers auditeurs, après avoir exploré les profondeurs du Castillo del Oro, les cavernes du temps et les flammes de la mémoire, une chose s'impose. Pirates des Caraïbes n'est pas une simple attraction, c'est une œuvre totale pensée comme un film, jouée comme un opéra, ressentie comme un rêve. Ce voyage au cœur du fort espagnol nous aura fait traverser bien plus qu'un univers de flibustiers. Il nous aura fait plonger dans la vision même de Walt Disney, celle d'un créateur qui voyait le parc non comme un lieu de passage, mais comme un récit vivant. Et ce récit perfectionné à Paris trouve ici sa plus belle expression. Car oui, la version de Disneyland Paris inaugurée en 1992 est sans doute la plus aboutie de toutes, pas seulement pour ses décors, ses effets ou sa longueur, mais pour sa poésie narrative. Elle inverse le temps, transforme la mort en souvenir et fait de chaque visiteur un témoin de la légende. Là où la version californienne raconte la vie des pirates, celle de Paris raconte leur mémoire. Là où les États-Unis célèbrent la conquête et l'aventure, l'Europe le contemple les ruines, la beauté du déclin, la gloire disparue.
Et c'est précisément dans cette différence que réside la grandeur de la version parisienne. Elle parle moins de pillage que de passage, le passage du temps, du feu, de la mer et des hommes. Dans cette boucle infinie, les rires des pirates ne sont pas de simples effets sonores, ce sont des échos de notre propre fascination pour la liberté, le chaos et la nostalgie. Pirates des Caraïbes ne glorifie pas la piraterie, il la rêve, il la met en scène, il la transforme en légende. Et c'est ce rêve-là, à la fois flamboyant et fragile, qui continue de séduire chaque génération. Les Imagineers, de Mark Davis à Claude Coates, de Xavier Atencio à Tony Baxter, ont tous laissé une empreinte visible dans cette œuvre. Davis y a mis son humour et son sens du théâtre. Coates, son atmosphère picturale et son goût au mystère. Atencio, ses mots et ses chansons éternelles. Baxter, sa vision romantique et européenne. Ensemble, ils ont sculpté un univers où l'art, la technologie et la poésie se rejoignent. Et c'est sans doute là que réside la magie ultime. Pirates des Caraïbes Paris réussit à être à la fois un spectacle populaire et une réflexion sur le temps. Elle amuse, émerveille, mais elle laisse aussi une trace. En sortant du fort, on ne retient pas seulement les rires, les flammes ou les canons, on retient une émotion, une mélancolie douce, cette impression d'avoir partagé le rêve des morts. Personnellement, je crois que c'est ce qui fait la force de la version parisienne. Elle n'est pas juste spectaculaire, elle est sincère. Elle parle de mémoire, de finitude, de beauté perdue. Elle ne cherche pas à épater, mais à émouvoir, et c'est précisément pour cela qu'elle me touche autant. Dans un monde où les attractions deviennent parfois des vitrines à effets spéciaux, Pirates des Caraïbes Paris rappelle une vérité essentielle. La technologie vieillit, mais la poésie reste. Et cette poésie-là, celle de Walt Disney, de Mark Davis, de Claude Coates, continue de voguer imperturbable sur les eaux calmes du Castillo del Oro. Alors la prochaine fois que vous embarquerez, souvenez-vous, chaque flamme, chaque rire, chaque note de yo-ho est une prière pour le souvenir. Les pirates ne meurent jamais vraiment. Ils revivent chaque fois qu'un bateau s'élance. Et c'est peut-être ça, le plus grand trésor de tous, le pouvoir qu'a Disney de transformer le passé en éternité. Les canons se sont tus, la mer s'est apaisée et le fort retrouve son silence. Nous venons de traverser non seulement l'histoire d'une attraction, mais celle d'un art, celui de l'imagineering. Dans un instant, je partagerai avec vous mon regard personnel sur Pirates des Caraïbes et pourquoi, à mes yeux, cette traversée reste la plus belle déclaration d'amour que Disney ait jamais faite au temps qui passe. Chers auditeurs, nous venons de quitter les eaux du Castillo del Oro, et en quittant ce fort endormi, c'est un peu de nous que nous laissons derrière. Chaque traversée de Pirates des Caraïbes n'est pas une simple aventure, c'est un voyage dans le temps, une plongée dans la mémoire de Disney lui-même, dans sa capacité à transformer une simple attraction en mythe universel. Ce que j'aime dans cette expérience, c'est justement sa complexité. On croit embarquer pour un divertissement et on finit par contempler une œuvre sur la vie, la mort, la mémoire et la beauté des choses éphémères. Ce n'est pas une attraction qui cherche à impressionner, mais une œuvre qui cherche à éterniser. Et à Paris, plus qu'ailleurs, cette intention devient une forme d'art. La version parisienne n'est pas la plus ancienne, mais elle est la plus mûre. Elle a hérité du rêve de Walt, du génie théâtral de Mark Davis, de la poésie visuelle de Claude Coates, de la musique intemporelle de Xavier Atencio et de George Burns, et de la vision romantique de Tony Baxter, qui a su insuffler à ce mythe américain une sensibilité européenne. C'est le mariage parfait entre deux cultures, l'audace et la mélancolie, la fête et la mémoire, le rire et la ruine. À chaque visite, je me dis que Pirates des Caraïbes est bien plus qu'un hommage aux flibustiers. C'est un miroir de notre humanité. Nous y voyons notre soif de liberté, notre goût du risque, mais aussi notre vanité et notre finitude. Les pirates brûlent tout, mais ils brûlent dans la beauté, et c'est peut-être là le plus grand geste poétique que Disney ait jamais posé. Et si cette attraction continue de fasciner, c'est qu'elle nous rappelle quelque chose de simple. Tout finit par sombrer, mais tout peut renaître dans le souvenir. Chaque flamme qui vacille, chaque note de yo-ho, yo-ho est un fragment de temps suspendu, un instant d'éternité.
Pour moi, Pirates des Caraïbes Paris est un chef-d'œuvre absolu, non pas pour ses effets, mais pour son âme. Elle respire la poussière, la mer et le rêve. Elle nous tend un miroir et dans ce miroir, nous voyons ce que Disney a toujours voulu que l'on voie, la beauté du monde même dans sa fin. Alors oui, à mes yeux, c'est la plus grande aventure jamais imaginée dans un parc Disney, parce qu'elle nous parle à tous, parce qu'elle ne s'oublie pas, parce qu'elle ne vieillit pas. Et chaque fois que je quitte cette attraction, j'ai cette impression étrange que les pirates là-bas, sous la roche et la mer, me regardent passer et murmurent «À bientôt, Moussaillon, la mer n'oublie jamais». Et voilà, chers auditeurs, la légende des flibustiers Disney referme ses voiles pour aujourd'hui. Mais dans le sillage de ce troisième épisode, une autre aventure se profile déjà à l'horizon. Un nouveau mythe, une autre facette de l'imaginaire Disney, toujours entre rêve, art et mémoire, le navire Sparkverse continuera de voguer, porté par la même passion, la même envie de raconter les mondes derrière la magie. Les canons se sont tus, les vagues se sont apaisées et notre bateau vient doucement d'amarrer au port. Et nous venons de traverser ensemble une des aventures les plus mythiques de l'histoire Disney, Pirates des Caraïbes. Un voyage entre rire, flammes et souvenirs à la rencontre de ces flibustiers qui depuis plus de 50 ans défient le temps et continuent de hanter nos imaginaires. Merci d'avoir embarqué à bord de Sparkverse pour ce troisième épisode. J'espère que cette traversée vous aura donné envie, la prochaine fois que vous passerez les portes du Castillo del Oro, d'observer autrement chaque détail, chaque reflet, chaque rire dans la pénombre. Car derrière les effets, derrière les décors, il y a une histoire. Et cette histoire, c'est celle du rêve de Walt, de la passion de Mark Davis, de Claude Coates, de Tony Baxter et de tant d'autres artistes qui ont donné une âme à cette mer d'illusions. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser une note, un commentaire ou simplement en parler autour de vous. C'est la meilleure façon de faire grandir la communauté Sparkverse. Et surtout, restez à l'écoute, car très bientôt nous lèverons l'ancre pour une nouvelle aventure, un autre monde Disney à explorer toujours entre rêve, création et mémoire. D'ici là, gardez le cap, continuez à croire à la magie et souvenez-vous, dans chaque vague, dans chaque étoile, il y a un peu du souffle de Disney. À très bientôt sur Sparkverse.